Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, on va avoir une interview avec un invité de marque, c'est-à-dire Moms, le champion de France. Mais juste avant, on va parler de notre semaine dans Flesh and Blood. Du coup, Croissant, comment s'est passée ta semaine? Bah, écoute, moi, ça a peut-être été, un peu la plus remplie, des 3 semaines qu'on a eues. Alors déjà, ce week-end, j'ai passé pas mal de temps à suivre, les nationaux, américains qu'il y avait parce qu'il y avait des parties très intéressantes, il y avait des joueurs avec des listes très intéressantes, dont on reparlera peut-être, un peu plus tard, mais notamment celle de Michael Hamilton, sur Islander. J'ai eu aussi l'occasion hier de faire un petit tournoi en construit dans lequel on était quatre. Il y avait trois Dromailles et moi. C'était assez marrant. Et j'ai failli apporter Dromaille en plus, donc on aurait pu faire des miroirs toute la soirée, ça aurait été cool. Mais du coup, c'est bien parce que j'ai pu tester la liste d'Hamilton et elle est vraiment cool. Elle m'a vraiment bien plu et je pense qu'elle a un match-up qui est vraiment intéressant contre Dromaille en plus. Ouais, j'allais te Mais demander ce que tu avais joué, mais du coup, tu as joué Icelander. j'ai Pour les gens joué, qui j'ai n'ont joué pas regardé Islander, la liste c'est récemment et ça, qui ne savent pas que la liste d'Hamilton de ce week-end, c'était c'est ça. Icelander, du coup. J'ai joué Islander avec une liste dont on pourra reparler qui a un peu plus d'attaque-action que les attaques que les listes classiques. Et la liste c'était vraiment cool. PDPU pourra peut-être dire Ouais. des choses de l'autre côté du match-up parce que c'était un des Dromailles qui était là. Et c'est le seul contre qui j'ai perdu d'ailleurs, puisque j'ai fait 2-1. Après, il a eu des sorties de voilà. Non, non, On ne dira pas les termes, mais il a eu des bonnes sorties. c'est dans ta Euh, tête ça. J'ai juste du talent en fait, c'est tout. ouais, ouais, on va dire ça. Et le dernier truc de ma semaine qui était vraiment super cool, c'est l'appel à l'aide de notre ami en régie Night Crash qui m'a dit je Ah comprends oui. rien sur Kano, j'ai perdu 7 fois d'affilée contre le bot sur Table, aide-moi. Et du coup, hier soir, je pense qu'on a fait peut-être 2 heures et demie de Kano contre le bot et au fur et à mesure des games, il me disait oh mais c'est trop cool. Et je pense que depuis que je l'ai laissé, il a dormi 2 heures et il a fait 10 heures de canot en solo mode et qu'il va venir ramener ça à la prochaine armory. Il m'a déjà lui demandé de lui prendre une liste. Donc voilà, on va revoir des sorciers. Mais c'était très marrant parce que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué le deck et c'est vraiment un deck que j'adore. Et du coup, j'aime beaucoup aussi le fait de coacher et de discuter avec des gens pour leur apprendre des choses. Et là, je sais que c'est un deck que je maîtrise, donc je sais que ce que j'ai à dire est relativement pertinent. Donc c'était vraiment cool comme expérience. Et toi, du coup, bah, PDPU, à part le fait d'avoir joué de Romaille et de m'avoir battu, comment s'est passée ta semaine sur Flesh and Blood? Bah, j'avoue que comme je reviens de vacances, je suis en train, petit à petit de me remettre dans le bain de du contenu Flesh and Blood. Genre, j'ai passé la journée à écouter des podcasts, j'essaie de rattraper mon retard. J'ai été en train de regarder aujourd'hui les deck profiles qu'ont fait, Yuki Lee Bender, Hayden Dale Mm. et Tariq Patel. Ouais. Pour les nationaux, qui sont d'ailleurs vachement intéressants. Bah, de toute manière, le contenu de joueurs carrés comme ça, c'est toujours très agréable. Mm. Comme tu l'as dit, j'ai participé hier à un tournoi où on était quatre. J'ai joué la liste de Dromai de Jamie Faulkner. Vraiment, je n'ai rien inventé. Mm. On sent qu'il y a eu un travail. Enfin, genre, je conseille aux personnes qui essayent Dromai de se pencher sur la liste, de Mm. l'essayer avant vraiment de la juger ou de la critiquer ou même de la changer. Parce que, en fait, j'ai vraiment senti un équilibre dans les ratios, dans les Ouais. cartes, les ressources dont tu as besoin pour les jouer. Et j'ai fait 2 miroirs et un match contre Islander. Les trois parties étaient intéressantes. Les trois parties étaient cool avec des choses à faire, des choses que le deck faisait pas avant ou que je ressentais pas et Mm. c'était très agréable. Et j'ai aussi été agréablement surpris par la liste d'Islander du coup d'Hamilton qu'on a observé en stream Mm. du coup dimanche soir, qui est enfin, genre plus j'y réfléchis et plus j'en parle, plus je la trouve très intelligente et plus je suis impressionné par la compréhension qu'il a d'un environnement et d'une méta. Parce que vraiment la liste c'est Ouais. la réponse parfaite. Je pense que Michael Hamilton est vraiment très bien placé dans le niveau position, dans la discussion sur qui sont les meilleurs joueurs Flesh and Blood au monde en vrai, hein. Oui, oui, oui. Parce qu'à une époque, on aurait dit quasiment unanimement que c'était Matt Rogers. Après, il y a eu le Ouais. moment où on a commencé à se demander aussi Tariq Patel, parce que c'est quand même un mec solide.
2 fois champion de nationaux Mm. notamment. Mais Hamilton, c'est pas quelqu'un qu'on peut sous-estimer, hein. Le gars est vraiment solide, il a une compréhension du jeu et des decks et surtout il était capable de faire une transition sur Icelander alors que, bah, au Ouais, final clairement. c'est pas un joueur mage au départ, Mm. c'est un joueur gardien quand même. Il a réussi à faire une excellente transition et à apporter sa propre touche au deck. Moi je trouve ça impressionnant. Le gars est excessivement solide, hein, ça on peut pas lui Ouais, reprocher, hein. c'est Mais clair. tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que la première fois que je l'ai suivi faire une performance hors du commun, c'était quand il a gagné le calling avec Starvo, où il Mm. jouait une Mmh. version de Hold'em qui était très contrôle. Et en fait, euh, déjà, sa liste d'Islander actuellement, je trouve qu'elle ressemble pas mal à un deck de gardien en fait, puisqu'elle Ouais, a vraiment une Il y a construction en des mode similitudes, ouais. premier c'est cycle, second complètement une deck de cycle, gardien. plan de jeu avec un pitch stacking, enfin planifier des ressources à un moment donné et tout. Et surtout, ce que je note, c'est que la première fois qu'il vient avec un deck, il est complètement différent et ça marche. Et là, c'est la deuxième fois que je le vois venir avec un deck complètement différent et ça marche. Et en fait, ce qui est Ouais, fou, Ouais. c'est clairement. que tu regardes et tu fais, en fait, ça marche. Genre, y a pas, t'as pas ce moment de doute où tu te dis, mais genre, ça se trouve, le gars, il est juste trop fort, en fait, il est juste dans le futur au niveau juste du jeu. Mais c'est vraiment, tu regardes la liste et même en tant que joueur, peut-être moins impliqué que lui dans le fonctionnement de la méta, la construction, le testing et tout, tu fais: «Putain, mais en fait, oui, ça a du sens, en fait». Genre les cartes qui sont là pour de bonnes Ouais. raisons et tu regardes ça et tu fais: «Ah ouais, c'est stylé, en fait». Ça m'a fait Ouais, la même chose pour, vas-y. non, mais ce qui est assez impressionnant, je trouve, avec Hamilton, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est vraiment dans la conversation. En fait, déjà, il y a ses résultats, le fait qu'il ait fait un très bon résultat au Pro Tour de Lille, qu'il ait gagné 2 callings. Je crois que c'est le seul joueur à avoir gagné 2 callings, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Il a encore gagné le Battle Hard Node qui était à Lille le dimanche quand il y avait le top 8 du Pro Tour. Il a également, bah là, il vient de gagner les nationaux US qui sont probablement les plus gros nationaux du monde. Oui. Donc, Ah il a 100. un palmarès qui est très très haut. Et en plus, il y a effectivement le fait qu'il arrive à avoir des deck lists, des choix de héros qui sont extrêmement bons. Et donc, il y a ce côté de deck builder. Parce que, tu Mmh. l'as dit, Otal, dans la conversation pour les meilleurs joueurs, il y a historiquement Matt Rogers, qui a un palmarès assez fou aussi et qui est toujours dans les hautes tables de tous les tournois où il va et qui est extrêmement bon. Il y a Tariq Patel, pardon, qui, comme tu l'as dit, vient de gagner son deuxième national dans un autre pays, puisqu'il n'avait pas le même visa que l'année dernière. Il a fait les US l'année dernière, il les gagne, les Canada cette année, il les gagne. Et il y a aussi, que tu as oublié, qui est beaucoup discuté, Pablo Pintor. Notamment Oui, parce que c'est bah, vrai. c'est le joueur qui a gagné le premier Pro Tour et que c'est le seul joueur à avoir top 8 les deux Pro Tours. Ce qui est assez impressionnant. Et pour Mmh. moi, ce qui fait que Michael Hamilton est peut-être au-dessus de ces trois-là, c'est le fait qu'il y a en plus ce côté deck builder qu'on ressent à travers ces listes, même si je suppose qu'il ne les travaille pas tout seul quand même, qui est assez extraordinaire et assez incroyable. Et puis en plus, le fait que Matt Rogers et Tariq Patel, on commence à en parler actuellement, sont sponsorisés par une team et donc c'est plus attendu que des joueurs Ouais. qui peuvent être à temps plein à 100% sur un jeu grâce à du sponsoring ou à une autre forme de salaire puissent mieux performer. Et on voit d'ailleurs que les trois joueurs de la team Dragon Shin, donc Tariq Patel, Matt Rogers et Nick Butcher, ont tous les trois gagné leurs nationaux cette année. Mmh. Coïncidence? Je ne pense pas. Après Mais voilà. Matt Rogers aussi a ce côté, très solide sur le deck build, notamment je trouve sur les Ouais. gardiens. Genre si les decklists qu'on joue actuellement de Hold'em sont quasiment les decklists que jouait Matt Rogers en mars cette année. Genre, à Oui, je suis l'époque de d'accord. Starvo, Matt Rogers jouait des decklists de Hold'em du futur super agressives, qu'on n'aurait jamais imaginé à l'époque et en Mm. fait, maintenant, on les joue et on est en mode: «Ah bah oui, c'est évident que Hold'em devait se jouer comme ça» et lui, il l'avait compris, mais genre 6 mois avant tout le monde que Hold'em allait devoir faire une transition comme ça et Mm. du coup, il a pas le même niveau, il a un très bon niveau de lecture de méta. Je trouve qu'après il a son niveau de deck builder est un peu moins bon dans le sens où, en effet, il y a plus des cartes où on se dit un peu «Ah, je suis pas 100% sûr que celle-là soit là. Je suis pas sûr que ça fasse 100% sens». Contrairement Mm. à ce que tu disais tout à l'heure, Piu sur Hamilton, où quand tu vois la liste, tu dis oui, 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 c'est logique. Ouais, il n'y a aucune carte que tu as envie d'enlever. Mm. Après, il Mais y a un truc aussi à noter, c'est que, bon, si on suit, de près la scène compétitive et surtout les joueurs ultra compétitifs de Flesh and Blood, il y a plusieurs teams qui existent en gros. Il y a la team Dragon Shield avec les trois joueurs Tariq Patel, Nick Butcher et Matt Rogers. Et il y a aussi une autre team qui est associée au podcast de Team Covenant,
qui est le Mmh. Wolfpack. Ouais. Et en fait, Michael Hamilton et Et la personne qui l'accompagne sur son podcast, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est pas ouf, mais qui tiennent un podcast qui s'appelle The MNR Podcast, qui est d'ailleurs vachement bien, allez l'écouter. Mm. Ils ont rejoint le Wolfpack et il est fort probable que on entende de nouveau parler de ces joueurs-là parce que la structure d'entraînement qu'ils sont en train de monter commence à Ouais. prendre une forme assez impressionnante avec visiblement beaucoup de joueurs, beaucoup de, enfin, un truc vraiment préparé, travaillé, précis, où ils essaient d'emmener le plus de joueurs, faire des bons scores et tout. Et d'ailleurs, ça a payé puisque aux nationaux US, leur team, il y avait 2 personnes en top 8 et dans le top 16, ils étaient 3 ou 4 aussi. Enfin, genre, Ouais, ils ont fait de très bons ils font des résultats. choses, quoi. Genre, c'est très stylé. Mmh. Ils avaient aussi 2 personnes qui étaient en undefeated ou presque undefeated au jour 1 du coding. Enfin, ils ont fait de très très bons résultats ce week-end. Et je pense que c'est super bon pour le jeu de voir qu'il y a des teams qui commencent à se former avec un certain programme d'entraînement, un côté un petit peu rigoureux dans le training, dans la pratique, etc. Et de Ouais. voir que ça paye et que ça fait des résultats parce que c'est aussi ça qui, je pense, emmène un jeu vers une meilleure qualité de play parce que les joueurs eux-mêmes deviennent meilleurs puisqu'ils se disciplinent et ils s'entraînent correctement. Mais d'ailleurs, en parlant d'entraînement et de discipline et tout ça, toi, Otal, comment s'est passée ta semaine de Flesh and Blood? Est-ce que tu as pu faire des tournois un petit peu ou est-ce que tu as chillax au max? Alors ouais, maintenant que j'ai repris mon nouveau boulot, j'ai plus l'occasion de faire les tournois, malheureusement. Donc mon temps de Flesh and Blood de la semaine a surtout été passé sur le fait d'écouter un petit podcast, qui s'appelle Tour Zéro, que je conseille à tous les auditeurs d'écouter, parce que du coup, j'étais pas là au dernier épisode et je l'ai écouté. Je l'ai écouté justement, bah, parce que je soutiens quand même, hein, même si je suis pas là. Et surtout, en effet, bah, dépecer la liste d'Hamilton. Parce que, bah, comme je l'ai dit dans le précédent épisode où j'étais là, je suis un joueur Icelander et un joueur Hold'em. Donc, du coup, l'un des meilleurs joueurs gardiens du monde qui passe sur Icelander avec une liste qui ressemble à une liste gardien, évidemment, j'ai dépecé ça. Et genre, j'ai vu tellement de cartes. Il y a des cartes, je ne savais même pas qu'elles existaient dans sa liste. Wounded Bull, Ouais, personne la Complètement. connaissait. Complètement. Celle-là, j'étais il y genre, a des ah cartes. oui, d'accord, Ouais. on en est là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, moi, je reste vraiment dans mon côté. J'ai pas le temps de jouer, donc je vais analyser. Mm. Et c'est vraiment un truc que j'adore faire de toute façon, hein. Quand j'étais analyste sur League of Legends, j'ai analysé aussi beaucoup sur Runeterra avec les meta reports et tout. Donc maintenant, je fais la même chose sur Flesh and Blood quand je peux pas jouer. Et du coup, bah, c'est comme ça que je continue à me tenir au courant et je trouve ça vraiment impressionnant. Pareil, regarder Ouais. toutes les stats des héros, regarder un peu où ça avance. Mais ça, c'est plutôt les choses dont je parlerai tout à l'heure dans le point Living Legends. Mm. Mais c'est pour ça. Là, il y avait vraiment des trucs intéressants à regarder ce week-end, même si on jouait pas. Et du coup, c'est très très cool dans ce genre de moment. Mais bon, je pense que, à part si vous avez autre chose à ajouter, on peut passer à la partie principale du podcast, c'est-à-dire On peut y aller, ouais. l'interview avec le champion de Mm. France. Eh bien, allons-y. Du coup, pour cet épisode, nous avons un invité de marque, Moms, actuel champion de France de Flesh and Blood, donc 2022, et 14e au Pro Tour de Lille. Merci déjà à toi d'avoir accepté de venir, te joindre à nous et de répondre à nos questions. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va très très bien. Ah, donc, pour les gens qui nous regardent, on a prévu une petite liste de questions qu'on va avoir avec lui et on en discutera de ça après. Donc, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert Fab et quels sont les petits trucs qui t'ont vraiment fait accrocher au jeu? J'ai découvert Fab, c'était à peu près au même moment que les championnats de l'année dernière. C'était Tristan, alors son blaze c'est Elian sur le Discord qui m'a fait découvrir le jeu. Donc alors, Tristan lui joue à peu près à tous les TCG. Il m'a fait découvrir le jeu alors qu'à l'époque on jouait tous les deux à Magic, on jouait beaucoup au Moderne. Voilà, donc j'ai pris un display de Tales of Aria, et puis j'ai commencé à jouer avec lui, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et du coup, depuis ta découverte, quel a été ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour en arriver jusque-là? Mais d'abord, en fait, moi, j'avais vraiment pas l'intention parce qu'en fait, à l'époque où je jouais à Magic, je jouais essentiellement les Friday Night qui sont l'équivalent des armories, donc c'était vraiment un joueur casual. On a commencé, c'était, je crois, en début de l'année 2022 avec les ProQuest. C'était réuni, donc avec plusieurs personnes, donc il y avait Croissant ici, PDPU, Paul,
Il y avait Ariella aussi, et un peu Tristan aussi qui nous avait rejoint la première saison. Donc ouais, on a commencé gentiment avec cette première saison de ProQuest, puis après on n'a pas arrêté. On a fait la saison 2, puis les RTN, puis le calling du Trail, puis le Pro Tour, etc., etc., jusqu'au National cette année. Donc, ouais. Et bah, d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner parce que, enfin, moi en tout cas, et je pense Hugo aussi, avec qui tu as joué pas mal au début, on te connaît comme un joueur de Starvo et de L'Dim, donc de gardien principalement, depuis que tu as rejoint le jeu. Qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te plaît autant dans le gameplay de ces héros-là spécifiquement? Alors déjà, pour être honnête, moi je suis arrivé sur le game par pur accident. Parce que dans mon premier display de Tales of Aria, j'ai ouvert à l'époque un rempart of the Ramhead, donc c'est vraiment une des cartes importantes du deck. Plus proche que le héros très stylé, j'avais les cartes, du coup ça faisait partie du set qui sortait à ce moment-là. Mhm. Et voilà, après du coup j'ai un peu essayé d'autres héros, j'avais essayé Braillard et aussi Lexi, hein, du coup il est trois héros de Tales of Aria. Mais j'aimais beaucoup le gameplay de l'Uldim, l'aspect un peu contrôle de la partie, voilà, un peu de variance avec ce genre de deck, Mhm. c'est pas mal. Et du coup, on savait relativement tôt que tu allais jouer Oldhim aux nationaux, notamment au Pro Tour de Lille. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as choisi de rester sur Oldhim et qu'est-ce que tu as apporté comme choix de modification à la liste une fois que tu as vu un peu la méta qu'il y avait à Lille, notamment? Après il y avait que 2 semaines entre les deux, donc j'avais vraiment enfin, je pensais bien changer des héros en 2 semaines, pouvoir m'adapter, etc. Mhm. Surtout que juste avant les trades, j'avais juste essayé un tout petit peu File, mais pas assez pour pouvoir changer de héros. Donc c'était vraiment le seul héros sur lequel j'étais vraiment confortable pour poursuivre sur les nationales avec. Puis j'ai fait un bon résultat de retour. Mhm. Euh, le truc que j'ai changé, c'est que les nouvelles listes de failles jouent un peu moins d'attaque à 3. Du coup, j'ai réduit un petit peu les crushs de whiff, un petit peu enfin, des cartes autour de ce package-là. Puis j'ai augmenté un peu les poppers pour essayer d'améliorer le match-up contre Dromai pour la race. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est à peu près tout en vrai, parce que ce qui changeait après le passage en League Legends de Prism, c'était essentiellement Islander qui allait être plus présente et Dromai. Pour Dash, le deck avait déjà un plan, et même s'il était dur, il avait un plan. Mhm. Donc c'est essentiellement ça, c'est adapter le deck pour ces deux match-up-là. J'ai fait des tests sans essayer enfin, en gardant toujours le deck avec un bon match-up pour Briar. Et du coup, la méta que tu as croisée aux nationaux était celle que tu attendais, celle pour laquelle tu t'étais préparé? Ouais, à peu de choses près, c'est ça, hein, quand on regarde le breakdown, plus d'Islander, même sur les tablettes, du coup, il y avait Soon, il y avait Terry, enfin, beaucoup de joueurs de Islander, ouais, c'est pas surpris. Peut-être Dromai, je m'attendais à en rencontrer un peu plus dans les tables, finalement pas. Mhm. C'était cool pour moi, du coup. Et du coup, alors tu as un peu répondu, mais donc pour toi, c'est effectivement Oldhim, c'est un deck qui s'est imposé assez naturellement comme choix, que ce soit pour le Pro Tour ou pour les nationaux après. T'as pas vraiment, enfin, tu as essayé un tout petit peu d'autres decks, comme tu nous as dit, mais tu te sentais vraiment plus confiant sur Oldhim et c'est pour ça que tu es resté dessus. Ouais, ben, en fait, du coup, la saison 2, en fait, la saison 1 de pourquoi j'avais essayé Tarbo, la version la plus casino du deck. Mm. Donc, j'avais pas vraiment aimé, même si c'était un gardien, c'était un petit peu trop aéroli. La saison 2, par contre, j'ai essayé une version, celle que je jouais à peu près à Hamilton, à peu de choses près, parce qu'il y a eu le ban de touch. Mais à peu de choses près, c'est cette version-là que j'ai joué lors de la saison 2. Et du coup, c'est une version beaucoup plus contrôle avec un plan défensif solide contre, à l'époque, c'était Chain et même Briar un petit peu. Donc, c'était. Enfin voilà, en gros, rejouer à lui, c'était un petit peu à retrouver ce Starvo Control qui défendait bien contre les decks très aggro. Donc, c'est ça que voilà, dessus, c'était bien. C'était un choix assez bon, je pense. Du coup, tu nous as expliqué pourquoi tu as choisi de jouer Oldhim pendant ces nationaux. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée, comment ça s'est passé, ton ressenti, et est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, d'une partie ou d'un play notable? Ben, ma journée a commencé bien parce que du coup j'ai été pairé avec deux braillards durant les rondes 1 et 2. Donc un match pour lequel je me suis beaucoup préparé parce que j'ai pas mal joué contre Paul avec Braillard.
Donc ça a bien démarré parce que du coup j'ai pu fatiguer les braillards dans les temps, etc. En round 3, c'était une Lexi, donc ça sera l'anecdote du tournoi parce que du coup je suis tombé contre Benji qui me l'a concile parce que du coup son paquet n'est pas fait pour pouvoir battre Oldie, mais on est parti durant la pause manger une glace à Morino juste en bas de l'immeuble. Donc On c'était une pause. sous-estime l'effet de la glace. Ouais, on a tous les deux chill, hein, tu vois. Après, le reste du tournoi, si je dis pas de conneries, j'ai beaucoup de miroirs gardiens. J'en ai rencontré 4 sur les 9 rondes. Une Islander. J'oublie sans doute un match-up. Mais voilà. C'est beaucoup de gardiens, beaucoup de miroirs gardiens au final. Mm. Pas surprenant vu la méta, justement. Très Ouais, active de Ultime à il y avait l'époque. pas mal d'ultimes, des bravos. On avait effectivement pas mal de joueurs gardiens, surtout dans les hautes tables et même en top, on les a revus effectivement. Maintenant que je pense que c'est à peu près acté pour tout le monde, en tout cas pour nous, on peut le dire, on te considère comme le meilleur joueur français à l'heure actuelle, au vu de tes résultats récents et de tes performances. Qu'est-ce que tu as comme projet dans Flesh and Blood? Notamment, la question que pas mal de gens se posent probablement, c'est est-ce que tu comptes aller au championnat du monde avec ta PTI? Est-ce que tu vas la garder pour plus tard? Et quels sont tes autres projets peut-être pour l'année prochaine, notamment la prochaine saison compétitive? Il n'y aura pas de ouvert pour moi parce que du coup, il faut que je retrouve le chemin du travail. J'avais déjà dit hein, sur Discord, mais au moins ça sera dit dans ce podcast. Donc ouais, faut que je reprenne le taf. Et sinon, du coup, ça sera pour la saison prochaine. J'ai même 2 PTI en vrai. J'en ai gagné une aussi à Lille, en plus de ça des nationaux. Mm. Donc j'ai 2 PTI. Et si même mon classement tient, peut-être même que je n'en aurais pas besoin pour le premier Pro Tour de l'année. Donc ce qui fait que normalement, la saison 2023, il y a aucun peu de chance. Peut-être pouvoir faire les 2 Pro Tours et les Worlds si jamais c'est comme cette année. Donc ça serait cool. Bah, en plus, tu as aussi l'opportunité d'ici là d'en regagner une avec les ProQuest qu'il y aura à ce moment-là. Parce que si tu gagnes un ProQuest et on sait que tu en es capable puisque tu l'as déjà fait, tu pourras aussi en regagner une pour le premier Pro Tour et garder les deux que tu as actuellement. Ce qui serait Ouais, effectivement pas mal. ouais, en fait, je pense que peut-être ce sera plus le cas pour la seconde saison de ProQuest. Mais peut-être que la première, en gros, enfin, il faudrait que je demande à des gens qui savent mieux que moi, mais en gros, le risque, c'est si je rate ma première saison de ProQuest, c'est de descendre en dessous de 50 et de Mm. pas avoir cette qualif. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que je risque pour récupérer un qualif ProQuest Ouais. ça, donc, je sais pas, honnêtement, possible ou pas, je sais pas, faudrait. Je pense que ça dépend surtout à quel point je descends après les Worlds, parce que du coup, le classement va sans doute bouger. Mm. Je crois que je suis 7, donc 7 normalement c'est bien. Enfin, je crois que c'est top 50 si j'ai pas de conneries, pour être qualifié Je automatiquement. crois que c'est ça. Ouais. Donc si c'est toujours le cas et que je suis toujours en haut, je verrai en fait. Il faudrait que je regarde. Euh, voilà. Mais sinon, je pense Ok. que je m'entraînerai bien pour la saison de ProQuest comme si j'avais Mm. à jouer avec toute l'équipe. Quoi. Donc, comme je l'ai dit. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou des recommandations pour les joueurs de gardiens qui nous écoutent? Notamment moi, d'ailleurs, je sors mon petit carnet, je suis pas Je crois que Zikan a fait des vidéos avec l'œil de fidèle qui sont pas mal. C'est un peu les vidéos qu'il faut pour ceux qui démarrent avec cette classe-là. Peut-être plus Bravo, mais en fait, tu as beaucoup de choses qui sont communes entre Bravo et Odin, même si ils ont leur spécificité. Regardez les matchs de Hamilton et aussi ceux de Rogers, surtout je pense à la finale des NZ de l'an passé ou même celle avec Starro, parce que du coup, il joue une version de Starro de contrôle qui finalement est Mm. assez proche de Holding, donc pour apprendre tous les moves en défense contre des decks aggro, c'est pas mal. Et après, il y a au moins une vidéo d'un joueur qui est pas forcément très célèbre, qui s'appelle Nitan Avivi. Il a fait une super vidéo que je vous conseille, c'est une deck tech où il parle un petit peu des choix de manière générale des decks holding, mais je trouve que c'est bien expliqué. Et voilà, je conseille de regarder cette vidéo. Ça marche. Bah, on remettra les noms par écrit dans la description de la vidéo et du podcast pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de noter là tout de Mm. suite. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup pour les réponses que tu as pu apporter, de nous avoir rejoints pour l'interview. Bravo pour ton parcours aussi en général, parce que bah, moi, je te connais aussi depuis plusieurs ProQuest et je pense que mes camarades vont aussi se joindre à moi pour confirmer ça et on t'a
toujours vu bosser très solidement et Ouais. ça fait plaisir de voir ce travail récompensé pour nous. Enfin, nous, ça fait plaisir de voir ça. Donc encore félicitations pour ton score au PT, pour le titre de champion de France. Et on espère te revoir très très rapidement sur les tables. Mm. Ouais, merci, bientôt, de toute façon, saison prochaine, 2023. Tous On va ensemble. continuer à charbonner. C'est une C'est promesse. ça, ça C'est une Voilà. promesse. Vous Avec le reverrez, nouveau, le prochain héros gardien. Là. vous reverrez Moms jouer, comment il s'appelle? Yuanji? Yoji. Yoji, Yoji? J'ai aucune idée, j'ai pas encore regardé, c'est un héros du PF, mais on le va voir vrai. Moms, on va voir Moms dans le prochaine saison de Skirmish avec Yoji qui va fumer tout le monde, ce sera assez incroyable. Non, mais Le vrai ouais, challenge, ça comme va être de le jouer en ProQuest. ah bah là, je pense que tu auras le respect de la communauté mondiale de Flesh and Burger si tu fais ça, mais on n'en est pas encore là. Je ne ferai pas Encore ça. une fois, merci à toi comme à Diotal, et c'est vrai que, enfin, il a totalement raison. On est vraiment super content. Je pense Hugo et moi encore plus parce que bah on s'est entraîné avec toi et du coup on a vu ta progression. Moi, je sais qu'à titre personnel, enfin, j'étais vraiment super content quand j'ai vu ton score au Pro Tour et que tu as gagné les championnats de France parce que bah enfin, c'est tellement mérité par rapport à ta progression et au travail que tu fournis sur le jeu et au niveau que tu as que c'était vraiment super cool. Merci. Je suis d'accord, je confirme. Bon, du coup, on va laisser Moms repartir à ses occupations et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Encore merci à Moms d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Bon, les gars, du coup, là, on est d'accord, Moms a quand même lancé la vague de victoires des Hold'em sur les Nationals. Hold'em, Ouais. c'est le héros le plus violent de tous les Nationals. On n'a pas eu une domination aussi massive depuis longtemps, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que même si Hold'em est imposant, je pense qu'une partie de sa domination réside aussi dans le fait c'est un héros qui reste fondamentalement compliqué à affronter, dans le Mhm. sens où tant que Prism était légal, une grande partie des Hold'em était contenue par juste l'existence de Prism. Avec Prism qui passe Living Legend, euh, Hold'em naturellement n'a plus vraiment de prédateurs. Euh, du coup, je pense qu'une grande partie des joueurs ont dû déjà apprendre à s'adapter. Notamment, je pense aux decks Runeblade, qui n'ont pas fondamentalement changé leur deck, mais ont plutôt dû apprendre à jouer contre une nouvelle version de ce Hold'em, qui en plus, enfin, la disparition de Prism, c'est que Hold'em se voulait un petit peu plus agressif. Enfin, je trouve qu'il y avait des choses qui avaient commencé déjà à changer. Et en fait, je pense que la dominance d'Hold'em était liée au fait que c'est un deck résolu depuis assez longtemps maintenant, même si on peut l'ajuster légèrement. Et du coup, en fait, genre, n'ayant plus de prédateurs, bah, il était déjà là pour rouler sur les Runeblade parce qu'il avait déjà un plan de jeu contre eux. Et bah, juste, maintenant, il fallait juste qu'il joue, en fait. Et je pense que c'est ça qu'a lancé. Mais il y a quand même eu des adaptations. Enfin, genre, je sais pas ce que t'en penses, Croissant, mais. Bah, je pense qu'effectivement, il y a eu des adaptations et qu'on voit que, pour revenir un tout petit peu sur le côté grosse domination, etc., parce que j'ai vu beaucoup de gens, notamment sur le Discord français, euh, on dirait presque avoir peur un peu de Oldhim a l'air d'être très dominant. Est-ce que c'est sain pour le jeu? Est-ce que la méta est saine? Est-ce que j'ai envie de me lancer sur un jeu qui a ce genre de problème, etc. Parce qu'on sait qu'en plus, dans le passé, on a eu un peu ce genre de problème dans le jeu avec Starvo notamment. Et je pense que même si Oldhim peut paraître dominant dans les résultats, euh, il n'est pas tant que ça et que même le fait qu'il le soit un peu n'est pas révélateur d'une mauvaise méta. D'ailleurs, la plupart des joueurs pros disent que la méta est bonne et que la méta est saine et qu'actuellement il n'y a pas besoin de faire de ban ou de changement d'aucune sorte. Et ajoute qu'il y a un certain nombre, la plupart des joueurs pros parlent même de 7 voire 8 héros différents, qui sont des héros considérés comme jouables et comme bons, pouvant performer à un événement. Et du coup, ça revient à ce que tu disais, PDPU, et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il y a effectivement des héros qui ont commencé à apparaître, surtout sur la week 2 et 3 des nationaux, comme potentielle réponse à une méta Hold'em. Alors, réponse ne veut pas nécessairement dire contre, puisque, comme tu l'as dit, on n'a plus de héros comme Prism qui ont des auto-wins ou presque contre Hold'em et qui permettent de s'assurer des victoires. Mais il y a des héros comme Iskander, comme Dromai,
des adaptations de listes aussi chez des héros comme Faille qui permettent de peut-être avoir plus de chances et plus de game contre Holdim. Mais Le... vas-y. Ouais, vas-y, Otam. Sachant que justement, moi, je préfère largement un méta dont le système sera on a un deck qui est un peu solide, qui devient le deck to beat, Mm. mais où on a des adaptations possibles et des moyens de le contrer justement en faisant des failles avec le double Kodashi, en jouant des Ouais, Dromai, en jouant des Reinhardt, en jouant des Icelander qui au final ont des plans de jeu contre, qu'une méta où il y avait que un et enfin il y avait pas forcément des héros aussi polarisés par rapport à tout le monde, mais qui sont plus mm. polarisés par rapport à un héros. Par Ouais, exemple, justement, Prism pour moi était un vrai problème parce que elle cassait tous les mm. jeux des gardiens et faisait que si tu étais un joueur gardien, littéralement ton plan de jeu quand tu venais en tournoi incluait ne pas croiser Prism plus de 2 fois dans la partie, avant le top 8. C'est ça. Et je Et préfère largement ce genre de méta où on a un peu de difficulté parce qu'il y a un deck qui est un peu fort, mais il y a toujours un deck plus fort dans le jeu. Dans tous les jeux, c'est toujours comme ça mm, que ça marche. Mais c'est au clair. moins, au lieu d'avoir un deck où il y a un match-up à 90-10, là on se retrouve avec des match-ups qui sont à 60-40, 65-35, 55-45, qui pour moi c'est beaucoup plus intéressant justement et beaucoup plus viable comme méta. Bah, c'était un truc que j'avais vu passer vite fait sur Twitter. C'était que la méta précédente, quand il y avait Prism, c'était une méta qui ressemblait un peu à un pierre-feuille-ciseau. Parce qu'on Ouais, avait Mm. vraiment Prism qui grignote Holdim, Holdim qui grignote les Runeblade, et les Runeblade qui grignotent Prism. Et donc, il était assez difficile pour d'autres héros, en fait, de se placer par rapport à ce triangle qui, en fait, enfin, les trois decks, les Runeblade, le Prism et Holdim, c'est quand même des decks qui sont très puissants en termes de puissance de carte, de mécanique de mm, jeu et tout. Et Mm. il y a pas mal de decks qui vont avoir des difficultés en fait à essayer de se glisser dans ce truc-là. Enfin, genre, par exemple, Lexi, c'est un héros qui a énormément de mal contre les gardiens, qui va avoir, bah, disons que c'est pas gagné contre les illusionnistes, mais qui par contre a un très bon match-up contre les decks aggro comme les Runeblade. Et c'est typiquement le genre de deck qui avait du mal à survivre dans la méta précédente, parce qu'en fait, il se faisait check par deux decks. Et moi, ce que je trouve cool Mm. avec la méta qu'on a actuellement, c'est que déjà, elle ressemble plus à un carré, dans le sens où, en fait, il n'y a pas vraiment ce côté genre un deck bat l'un qui bat l'autre qui bat l'un. Il y a vraiment ce côté Mm. genre les decks peuvent se battre les uns les autres. ouais, Il y a des possibilités, des diversités de builds, en fait, il y a des opportunités et ça va permettre de laisser libre cours aux joueurs pour jouer le deck qu'ils aiment. Enfin, moi, j'ai rejoué un peu de Dorinthea parce que Prism était parti et que ça faisait partie des decks qui ne pouvaient pas exister quand il y avait Prism. Les Reinhardt est revenu parce que du coup, Holdim revient. Et en fait, ce que je trouve sympa, c'est que la disparition de ce triangle fait que du coup, on a un espèce d'éclatement de la méta mm, où Ouais. il y a plein de choses qui sont possibles. On peut faire des choses différentes. En fait, les joueurs peuvent s'exprimer. Et j'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça sur un TCG. Que ce soit Magic, Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Enfin, genre, avoir un environnement où les joueurs disent, en vrai, c'est bien, genre, je peux jouer le héros que j'aime, dans un Ouais. format c'est que ça. j'aime. En vrai, je trouve ça ultra rafraîchissant et ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi de voir que la méta est pas résolue du tout en fait, que Non. les Ouais. listes continuent à évoluer de ouf, que à chaque tournoi on voit des listes où on se dit mais comment ça s'est passé? Et après, quand on regarde le deck, on se dit ah, mais oui, oui, c'est logique en fait. Voir qu'il n'y a rien de résolu, il n'y a rien de fixé. Mais c'est aussi ce qui peut m'inquiéter un peu pour la suite, dans le sens où je me dis est-ce que là, on vit pas dans ce petit mood de tout va bien, on peut tout jouer, justement parce que la méta est pas résolue. Genre, qu'est-ce que t'en penses, Croissant? Je pense que, comme tu l'as dit à un moment, Utal, pour qu'un jeu, et moi je l'ai toujours dit, même avant quand je jouais sur Yu-Gi-Oh, pour qu'un jeu puisse exister de manière compétitive, il faut qu'il y ait une méta. Parce que s'il n'y a pas de méta, ça devient absolument impossible de se préparer, que ce soit en training, en termes de liste, etc. Parce que si tu peux jouer en arrivant à un événement contre littéralement tous les héros du jeu, tu ne peux pas préparer de sideboard, tu ne peux pas préparer de stratégie, et donc tu ne vois pas qui sont les joueurs meilleurs parce que ça augmente encore plus la variance de ce qui se passe dans tes parties. Si tu veux que ton jeu existe compétitivement, tu es obligé d'avoir une méta. Alors une fois que la méta sera résolue, peut-être qu'on va se rendre compte que en fait les stratégies pour battre Holdim ne sont pas assez efficaces et que donc Holdim est le meilleur deck et que les autres decks ne sont pas forcément assez bons pour le battre lui et d'autres decks parce qu'il y a par exemple des decks comme
comme Dash Control qu'on a vu ce week-end faire top 8 aux nationaux américains, qui est une liste de Dash qui ne joue aucun boost, qui ne joue même plus les high octane, qui ne joue aucune carte rouge mécanologiste, qui ne joue à rien d'autre que les inductions chamber, les plasma purifiers et des défenses réactions et des cartes qui gagnent des points de vie. Et ce genre de liste a, je pense, pas loin de 70%, voire plus contre Holdim. Sauf que ce genre de liste va avoir beaucoup plus de mal contre les agros, surtout les agros assez greedy comme les decks failles par exemple. Et du coup, c'est pas forcément des decks non plus qui peuvent exister dans une méta, même si Holdim est le meilleur deck. Donc peut-être qu'effectivement, on va se rendre compte quand la méta sera résolue que la méta n'est pas si saine qu'elle a l'air actuellement. Mais le fait que, elles mettent du temps à se résoudre, parce qu'on est quand même en week 3 des nationaux, et on voit que même en week 3, il y a encore plein de choses qui sont jouables, et il y a plein de choses différentes dans les tops des différents tournois. Et le fait que aussi les nouveaux héros qui sont sortis ont l'air moins polarisants que ce qui pouvait se faire avant, notamment avec l'exemple de Dromai, qui est un deck qui est beaucoup plus dans l'interaction, malgré que ce soit un illusionniste, que pouvait l'être Prism. Et là où, par exemple, Islander, même si ça peut être un problème dans le futur, c'est aussi un deck qui est beaucoup plus dans l'interaction que pouvait l'être Kano, par exemple. Puisque Kano, c'était un deck qui était très en mode, je joue pas, et à un moment, je joue, et soit je te tue, soit je perds. Là, Islander et Dromai, c'est des decks qui sont beaucoup plus dans l'interaction. Donc je pense que même dans ce que l'éditeur du jeu a sorti récemment, on voit que les choses qui pourraient être méta ou qui pourraient être problématiques ou les plus fortes ne seront, je pense, pas autant problématiques que ce qu'il pouvait y avoir avant. On n'est plus au niveau de Starvo en termes de power level, on n'est plus au niveau de Prism en termes de match-up polarisant. Et ça, je pense que c'est hyper positif parce qu'on devrait rester quand même dans quelque chose où il y a une certaine liberté pour les joueurs de jouer un certain nombre de héros. Même si, comme tu l'as très bien dit, il y aura toujours des héros plus forts que les autres. Et ça, c'est normal, c'est un TCG, c'est un jeu compétitif. Azalea restera, tant qu'elle n'a pas d'upgrade, un héros qui est pas bon. Boltyn actuellement pareil. Et ces héros-là ne sont pas des héros qui sont jouables, peu importe l'état de la méta, si on veut être un joueur compétitif et parfait. C'est dans la nature de ce qu'est un jeu, malheureusement. Non, mais tu vois, moi je voulais revenir sur un truc. Tu dis que la méta actuellement n'est pas résolue, mais je pense que alors déjà, je pense dans l'idée, une méta n'est jamais vraiment résolue, puisqu'en fait, il est toujours possible de s'adapter par rapport à l'adaptation, dans le sens où si on considère que la méta, on peut la distinguer en trois catégories, tu vois. On va avoir genre week 1, Mohamed gagne les championnats de France avec Holdim. Tout le monde considère qu'Holdim c'est le deck à battre. Week 2, on a des Reinhardt, des Fai Kodashi, des espèces de Fai midrange, des trucs comme ça qui commencent à apparaître, des Dromai qui vaguement existent. Week 3, on a la liste d'Hamilton, d'Islander qui est pensée pour battre, entre autres, des gardiens. Un grand nombre de Dromai aussi, mais un taux de conversion assez faible. Et en fait, ça me fait dire que, en fait, pour moi, quand une méta est résolue, c'est qu'elle est morte. Dans le sens où, quand Starvo était légal, genre le moment où on savait qu'il était Living Legend, mais qu'il n'était pas encore, c'était littéralement une méta résolue. On savait que rien ne bougerait. Parce qu'il n'y avait pas de raison que ça bouge. Parce qu'en fait, pourquoi les joueurs s'adapteraient quand la méta, elle est vouée à être telle qu'elle est jusqu'à un moment donné. Et en fait, ce que je trouve plutôt agréable en ce moment, c'est qu'on a moins une méta résolue qu'une méta avec une sorte de phare, en fait. Comme si on avait une lumière qui est genre, Holdim est un deck à battre. Comment tu fais pour réagir à ça? Et du coup, comment est-ce qu'un autre deck fait pour réagir à ça? Ça rejoint, un moment, j'avais regardé une vidéo sur une tier list des héros en construit. Et au lieu que la personne dise, bah voilà, il y a des héros S tiers, des héros A, B, C et tout, il avait construit sa liste autrement. Il était en mode, bah, il y a ce que je considère comme le deck à battre, ce qu'on considère comme ses prédateurs, et ce qu'on considère comme les prédateurs du deck à battre. Et en gros, c'était moins genre un classement en termes de qualité qu'une réflexion sur le positionnement qu'avaient les decks par rapport aux autres. Et ce que je trouve agréable. Bon, vas-y, Otal. Non, vas-y, finis ta phrase. Bah, ce que je trouve agréable en ce moment, c'est que, en plus d'avoir cette réflexion sur le placement qu'ont les héros les uns entre les autres, il y a aussi de la diversité dans les héros eux-mêmes. En fait, on a de la variété. Tout à fait.
Ouais, je disais, au final, c'est la façon dont les joueurs compétitifs abordent la méta de toute façon. Quand tu fais du tournoi à un niveau pro ou semi-pro, etc., c'est exactement comme ça que tu décides quel deck t'emmènes en fait. Tu regardes, tu te dis, bon alors je sais que le deck à battre, c'est Holdim, donc je sais que la méta va être faite de Holdim et de gars qui peuvent battre Holdim, et du coup, Mm. tu as ce moment où tu as ton choix qui est littéralement, est-ce que je joue Holdim en sachant que je vais affronter des decks qui sont là pour me battre? Est-ce que je vais jouer l'un des prédateurs de Holdim ou est-ce que je vais jouer le prédateur des prédateurs? Et tout vient juste sur un avis personnel et une analyse personnelle de la situation et du ratio qu'on imagine que chaque deck vont croiser et du Mm. tableau de win rate qu'on estime qu'on a contre ces trois catégories de decks au final. C'est ça. Et, Et ça me permet d'enchaîner sur un point que je voulais faire tout à l'heure, mais j'en ai pas eu l'occasion. Pour revenir sur, on a parlé de la domination d'Oldim qu'on peut voir dans certains chiffres en termes de résultats, de taux de conversion, etc. Je pense qu'il y a un élément qui est très important à prendre en compte aussi par rapport au fait de ne pas voir ça comme un signal d'alerte pour des joueurs plus nouveaux, comme quoi le jeu serait pas sain ou que c'est une mauvaise image pour le jeu. Je pense que, comme tu l'as très bien dit, Otal, les joueurs pros ont toute une réflexion de OK, ça c'est le meilleur deck en termes de power level. Il y a les decks qui peuvent le battre ou qui peuvent tech pour le battre. Il y a les decks qui peuvent tech pour battre les prédateurs, etc. Sauf que pour en tout cas les 2 premières semaines, voire la semaine 3, je pense que comme on a plus ou beaucoup moins de match-up polarisants, comme on pouvait l'avoir avant, pardon, notamment avec Prism, on se retrouve dans un setup où en fait, même les prédateurs d'Oldim, tant que les listes ne sont pas parfaitement affinées, etc., c'est des match-ups qui ne sont pas plus de peut-être 40-60 pour Oldim, et encore. Et donc, c'est des match-ups qui sont largement gagnables, surtout par les bons joueurs d'Oldim. Et à cela s'ajoute que, comme l'a dit PDPO à un moment, après le Pro Tour de Lille, personne ne s'attendait dans la méta que Prism soit Living Legend, donc ça a dû prendre pas mal de joueurs pro un peu par surprise, et il y avait très peu de temps entre le Pro Tour Lille et les nationaux pour s'adapter à une nouvelle méta. Holdim était un deck qui n'a pas eu à beaucoup changer, et c'était un deck qui était déjà presque solve dans l'ancienne méta, et qui gardait ouais. des éléments de devoir jouer aggro et race pour battre les Islanders qui lui mettaient des Frostex, pour battre les Dromai qui lui mettaient un board de dragon, et pour battre les Dash qui lui mettaient des items. Donc ces listes n'avaient pas à beaucoup évoluer pour être des bonnes listes carrées. Là où, à côté, les decks, pour le battre, devaient se créer, devaient s'améliorer, devaient se raffiner, et donc c'était beaucoup plus de travail, y compris pour des joueurs pros, pour trouver les bonnes listes et les bons decks pour pouvoir battre Holdim, tout en ne sacrifiant pas tous leurs autres match-ups du chart. Et donc je pense qu'un certain nombre de joueurs pros sont allés sur Holdim parce que c'était juste le meilleur choix, y compris avec le temps de préparation qu'ils pouvaient avoir. Et je pense que le fait qu'une grande partie des bons joueurs aillent sur un deck, peu importe si c'est le meilleur deck ou pas, ça va booster les stats de ce deck en sa faveur. Parce Ouais. que quand tu as des très bons joueurs qui jouent Holdim, Holdim a plus de chances d'être un héros qui gagne. Si tous ces très bons joueurs, au lieu de jouer Holdim, avaient joué par exemple Dromai, peut-être qu'on aurait vu beaucoup plus de Dromai en haute table et dans les top 8 et peut-être gagner des nationaux, puisqu'ils auraient été pilotés par des meilleurs joueurs. Et je pense que c'est important de garder ça en tête aussi quand on regarde les Ouais. résultats. C'est que si un deck est bon, il va probablement être plus joué par les bons joueurs que les autres decks. Et donc, ça va faire un effet boule de neige où il va encore plus gagner parce qu'il va être joué par des gens comme Matt Rogers, comme Tariq Patel, etc., qui sont des joueurs d'une qualité exceptionnelle. Ouais, parce qu'un des points qu'on prend pas trop en compte dans les calculs, je dis ça, enfin, là, je dis ça rapidement et après on va passer à la suite de l'épisode. Mais un des points qu'on prend rarement en compte, c'est que les gens regardent les points de Living Legends, les victoires, etc. Mais il faut regarder la proportion de Holdim, en fait, tout simplement. Mm. Et combien, sur cette proportion de Holdim, combien n'arrivent pas à faire de top 8, combien n'arrivent pas à sortir même de top 16 ou quoi que ce soit. Parce que, en effet, c'est le genre de deck qui va attirer les meilleurs joueurs, mais c'est aussi souvent le deck qui vont attirer les nouveaux joueurs qui cherchent un peu à se mettre dans le compétitif parce qu'ils vont Mm. arriver et dire je vais jouer ça, alors que c'est un deck qui est quand même relativement exigeant. Et Ouais. l'avantage qu'ont ces joueurs pros, c'est que c'est un deck qui existe depuis longtemps. Ils l'ont déjà vu jouer, ils l'ont déjà joué, ils l'ont déjà Mm. practice. Un nouveau joueur qui arrive et qui va jouer Holdim va probablement pas du tout faire le même score. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a ce côté où un nouveau joueur qui joue Holdim va ruiner les stats du Holdim parce qu'il va forcément faire un score, un 1-5 ou quelque chose comme ça à un tournoi, parce que le deck est super technique à jouer en vrai.
Et au final, ça, on le voit pas. On voit que le côté successful, parce qu'en effet, il est piloté par un Matt Rogers. Enfin, évidemment qu'un Matt Rogers, mais un Matt Rogers, on lui donne Icelander ou on lui donne Dromai, comme tu l'as dit. Je pense qu'il est très bon avec aussi. C'est juste que bah, t'as le choix entre un héros qui est sorti depuis un an, qui est déjà sold, et Dromai, Icelander, qui sont sortis depuis un mois et demi et qui doivent se faire une place dans le méta. Évidemment que tu vas foncer sur le deck qui existe déjà et Mm. que tu as déjà practice, etc. Donc, ouais, il faut vraiment prendre en compte tous ces facteurs-là avant d'en effet se dire oh mon dieu, la méta est C'est ingérable ça. et on est reparti dans un nouveau Starvo. On n'est pas du tout reparti dans le même délire en fait. On est C'est- reparti avec un héros contrôle, majoritairement quand même, qui est quand même en général l'un des archétypes les plus durs à jouer, Ouais. puisque ça inclut d'avoir une connaissance de la méta, une connaissance des match-ups et une connaissance du héros massif. Un deck qui est donc très exigeant et dans une méta où ses concurrents principaux sont en train de se construire. Donc peut-être que là, après les Worlds, on va se rendre compte qu'au final, Oldhim est encore moins un problème que ce que nous, on est en train de dire, parce que quelqu'un va arriver avec des listes géniales de Mm. Dromai, de Faye ou de Icelander et lui rouler dessus et tout comme ça. Ah Ou bah ouais, peut-être au qu'on va se final, rendre compte que Oldhim, c'est en effet un problème et qu'il faut ban Crown of Seeds, par exemple. peut-être. Ce qu'on dit juste là actuellement, c'est que selon nous, les résultats actuels ne reflètent pas une surdominance problématique de Hold'em ou de quelconque autre deck. Parce qu'effectivement, il y a plein de facteurs qu'on ne voit pas forcément ou pas au premier abord quand on regarde les chiffres, qui sont à prendre en compte et qui peuvent expliquer ces chiffres-là sans que ce soit nécessairement ah bah ce deck-là est à un power level de 12 alors que tous les autres sont à 6 quoi. Ouais, pas du tout. On 12, est 12 d'accord. sur 10. Hein. Et du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de vous prouver qu'Oldim, ça peut être moins bien et qu'on passe à mon deck. Ouais, bah C'est surtout qu'on parti. parlait de ban la Chronocids et tu nous proposes un deck dans un format qui ne l'a pas. Donc c'est parfait. Exactement. Alors, du coup, comme la semaine dernière, et comme ce sera le cas toutes les semaines, je vais vous proposer un deck un petit peu original, un petit peu nouveau, avec un fonctionnement différent sur, en l'occurrence, c'était pour faire honneur à Moms qui nous a rejoint avec Oldim. Du coup, Night, je te laisse mettre la liste. Voilà. Donc, c'est un deck de Oldim en Blitz. Alors, le but du jeu, c'est Croissant qui me l'a proposé. Il m'a dit, fais un deck Oldim avec des auras et Earthlore Bounty. J'ai fait, bah vas-y, feu. Alors, Earthlore Bounty, c'est une carte qui est sortie dans Everfest, qui, lorsque... En fait, c'est un effet, une capacité déclenchée qui dit quand vous piochez une carte pendant votre tour et que c'est l'effet d'une action comme Sift, Tome of Harvest ou des effets comme ça, on va créer autant de Seismic Surge. Et donc le but du deck, c'est d'avoir Earthlore Bounty en torse, et on n'en a pas d'autres d'ailleurs, de jouer des cartes comme Sift ou Potion of Luck, qui vont nous permettre en fait de mulligan notre main, donc de mélanger notre main à notre deck, ou de le mettre en dessous, et de piocher autant de cartes, et donc de créer autant de Seismic Surge. Et donc le but, ça va être en premier lieu de créer plein de Seismic Surge d'un coup, et en second lieu de jouer des grosses attaques de bourrin de gardiens comme on les connaît si bien, comme Pulverize par exemple, ou Spinal Crush, et donc avoir une espèce de plan en deux parties où d'un côté on pioche plein de cartes et on fait des Seismic Surge, et de l'autre côté on envoie des grosses mandales. Et pour aller avec ce plan, je me suis dit qu'il serait cool de mettre des auras. Enfin, c'est Croissant qui l'a proposé, et en vrai, je trouve ça vachement bien. Et donc, il y a pas mal d'auras dans le deck. On a par exemple des Towering Titans bleus, qui est une carte de mon cœur. Ça coûte 9, ça donne beaucoup trop de puissance à une attaque. Des Humbolden aussi, etc., etc. Et donc, en fait, ça va normalement vous permettre, quand vous utilisez les Sifts et que du coup on repioche plein de cartes, mais on sait pas trop ce que c'est, de jouer des auras avec les cartes qu'on a en main, et donc de préparer une grosse mandale au tour d'après. Et donc tout le reste du deck, c'est des trucs pour défendre parce qu'on reste quand même un gardien, quelques cartes pour fuse par-ci par-là, des Tome of Harvest, de l'équipement de side. Comme à chaque fois, et à chaque fois que je vous proposerai une deck tech, c'est une idée. Elle n'a pas beaucoup été testée. Je crois que Croissant a plus de références que moi sur ce deck. Si vous avez des suggestions à faire, des améliorations qui vous viennent ou ce genre de choses-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et de toute manière, on mettra la decklist dans les commentaires pour que vous puissiez la consulter et l'essayer si vous voulez à la prochaine armory de cette semaine. Et du coup, C'est sûr à 100% que je vais la tester, cette liste. Elle me vend tellement de rêves. ah bah, Alors, c'est le but. j'ajoute un ou deux petits éléments parce qu'effectivement, j'ai testé à plusieurs reprises ce genre de liste, notamment parce qu'à un moment, j'étais beaucoup plus pauvre que maintenant.
et que du coup j'avais un certain nombre d'équipements que je n'avais pas, mais j'avais quand même envie de jouer des héros. Et en fait, une des premières choses, c'est que ce concept de liste est apparu avec Valda, notamment, qui est un héros qui est sorti également dans Everfest, et qui permet globalement de dire que les attaques qu'on contrôle qui ont crush, on dominate ce tour si on a 3 Seismic Surge ou plus au début du tour. Ce qui fait que toutes les cartes qui nous font piocher 3 cartes ou plus avec Earthlord Bounty actif nous permettent de créer 3 Seismic Surge et de donner gratuitement Dominate à nos grosses attaques. Là où Oldhim a un aspect intéressant, et pourquoi c'est Oldhim plutôt que Valda, c'est parce que Oldhim a une extrêmement bonne capacité défensive, puisqu'il a une défense-réaction qu'il peut activer une fois par tour, qui lui coûte 3 ressources, et s'il pitch une carte Earth pour payer ce coût, il permet de prévenir les 2 prochains points de dégâts qu'il devrait prendre, et s'il pitch une carte Ice pour payer le coût de cette capacité, ça lui permet de demander à son adversaire de remettre une carte de sa main sur le dessus de son deck. Donc c'est une capacité qui est extrêmement forte. Et le fait qu'Oldhim ait accès à cette capacité lui permet, dans certains match-ups, de jouer un game plan beaucoup plus classique, plus défensif, plus contrôle, comme il sait très bien le faire. Là où Valda, c'est un personnage qui, si elle n'arrive pas à maintenir une tempo grâce à des Seismic Surge plus des grosses attaques Dominate avec Crush, va complètement perdre la game parce qu'elle a beaucoup de mal à revenir sur un autre plan de jeu. Et c'était notamment pour ça que j'avais proposé à PDPU de faire plutôt avec Oldhim. Et c'est aussi parce que Valda, on a beaucoup plus l'habitude, enfin les quelques listes de Valda qui existent sont avec Earthlord Bounty, là où Oldhim, c'est beaucoup plus rare de voir ce genre de liste. Donc ça nous paraissait plus pertinent de showcase quelque chose comme ça. Et puis surtout, moi, ce que j'ai vu quand j'ai commencé à chercher des cartes qui piochent pour Oldhim, j'ai fait, mais attends, quand je jouais Braillard, il y avait une carte Earth, ça s'appelle Tom of Harvest, il y a marqué piocher 3 cartes dessus. Bah allez, bah vas-y, allez, feu. Et Elle est en cadeau vrai, dans ce deck. Hein. ah bah ouais, ça fait partie des petites cartes qui probablement rendent le deck pas bien, mais jouable. Et du coup, ça m'a fait rire quand j'ai relu la carte et que je suis retombé dessus et que j'ai fait, ça a l'air bien dans le pack. Bah, surtout qu'en plus de ça, on n'a plus la Crown of Seeds en Blitz, comme tu le disais, Otal, Ouais. et que du coup, Tom of Harvest, dont le coût additionnel est de renvoyer une carte de notre arsenal sous notre deck, c'est beaucoup plus facile de l'envisager et de la jouer qu'avant, où la carte de l'arsenal était souvent beaucoup plus utilisée pour la Crown of Seeds qu'autre chose. Mais voilà, le deck est intéressant. Il y a des possibilités, comme pour la liste de Lexi que PDPU vous a présenté la semaine dernière. Il y a d'autres possibilités. Il y a des cartes qui peuvent être jouées qui ne sont pas là-dedans. Notamment, on pense, pour ceux qui connaissent un peu Earthlord Bounty, à Tom of Yendal avec les Mage Master Boots, qui fonctionnent très bien. Il y a les Sifts rouges qui peuvent être joués également. Il y a les Blessing of Deliverance, par exemple, qui sont des bonnes cartes aussi. Il y a plusieurs choix qui peuvent être faits. Là, c'est une liste qui permet aussi d'être très défensive. Et donc c'est ça qui était intéressant. N'hésitez pas à tester chez vous la liste, que ce soit sur Talishar, sur d'autres plateformes comme TTS, ou le mieux, ça reste encore de venir dans votre magasin et de jouer avec des gens dans vos armories, si vous en avez la possibilité. Et n'hésitez pas à faire vos petits changements de cartes. Si vous avez des choses que vous pensez bonnes dans le deck et dans la stratégie du deck, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et s'il y a des choses qui marchent mieux pour vous dans la liste que ce qu'on a mis là, n'hésitez pas à nous le dire et à vous amuser avec. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va passer à la deuxième chronique hebdomadaire, c'est-à-dire le point règle. Croissant, je te laisse prendre les rênes. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je crois que c'est aussi quelque chose thématique par rapport au Lim, c'est-à-dire quelque chose qui lui casse les dents. Alors, aujourd'hui, on va parler de Dromai. Alors, je dis Dromai parce que c'est actuellement le seul personnage dans lequel il y a ces cartes-là, puisque on va parler de cartes draconiques illusionnistes. Et on va notamment parler de 2 interactions qui sont le fait de jouer un dragon, ou d'essayer en tout cas de jouer un dragon lorsqu'on ne possède pas de hache, et le fait de jouer des cartes qui nous permettent d'interagir avec des haches lorsqu'on n'a pas de hache. Alors,
La première situation, ça va être de tenter de jouer un Kilauria. Kilauria qui est, enfin de jouer une invoque Kilauria pour invoquer l'Alai Kilauria, pardon. Kilauria qui en fait est une invocation et comme toutes les invocations, ça dit qu'on peut transformer la hache ciblée qu'on contrôle en Kilauria, qui est donc un dragon Alai qui a certaines stats qui ne sont pas pertinentes pour le point de règle aujourd'hui. Là où c'est pertinent, c'est que Dromai a le texte de lorsqu'on pitch une carte rouge, on peut créer une hache. Les haches qui sont donc, comme on l'a vu juste avant, les cartes nécessaires pour pouvoir invoquer des dragons dessus. Maintenant, ça arrive souvent que des joueurs essayent d'invoquer des dragons qui coûtent une ressource ou plus lorsqu'ils ne possèdent pas de hache en disant je vais jouer Invoke Kilauria qui me coûte une ressource, je vais pitcher une rouge pour payer ma carte Invoke Kilauria et en pitchant cette rouge grâce à Dromai, je vais créer une hache et sur cette hache que je crée, je vais mettre mon Kilauria, mon petit dragon. Alors ça ne marche pas, puisque lorsqu'on joue Kilauria et qu'on va payer ses coups, on doit, en coup pour jouer la carte, annoncer les targets de la carte. Il faut donc qu'on ait une hache disponible au moment de jouer la carte, avant qu'on paye ses éventuels coups et avant que, du coup, le trigger de Dromai se mette en pile et se résolve. Donc, dans le cas d'un dragon, ça ne marchera pas. Pour pouvoir jouer un dragon, vous êtes obligé de contrôler une hache au préalable. Maintenant, on va passer à la deuxième petite situation, et cette fois-ci, ce n'est pas une invocation de dragon que l'on va vouloir jouer, mais c'est la carte qui s'appelle Billowing Mirage. Billowing Mirage, c'est une carte qui, en rouge, attaque pour 3, qui coûte une ressource, qui a Go Again, et qui a le texte « When you attack with Billowing Mirage, transform up to one hash you control into an Aether Ashwing ». Alors, les Aether Ashwing, c'est des petits dragons qui sont des tokens qui ont 1 de power et 1 de vie. Bon. Mais le point qui est intéressant, c'est que Billowing Mirage nous dit when you attack, ce qui signifie que c'est lorsque la carte est attaquante qu'on va pouvoir transformer une hache qu'on contrôle en un Aether Ashwing. Là où c'est important également, c'est que ça ne demande pas de target une hache qu'on contrôle, ça dit juste qu'en résolution de la capacité de Billowing Mirage, on peut transformer une hache. Ce qui signifie que dans un scénario où on ne contrôle pas de hache au départ, et qu'on joue la carte Billowing Mirage, en pitchant une rouge, Dromai va voir sa capacité se trigger et se mettre en pile. On va donc, lorsque cette capacité se résout, créer une hache. Puis, Billowing Mirage, nous sommes toujours en layer step, va ensuite passer en attack step et devenir attaquante. Sa capacité when you attack va donc se mettre en pile et on va pouvoir à ce moment-là transformer, lorsque cette capacité se résout, la hache qu'on a créée au préalable avec Dromai, puisqu'on n'avait pas besoin de target une hache qui existait déjà, contrairement aux invocations de dragon. Dans le cas de Billowing, on va donc pouvoir commencer avec 0 hache, jouer Billowing, créer une hache en pitchant le coup pour Billowing et transformer cette même hache avec Billowing lors de la résolution de sa capacité. Alors que pour un dragon, comme on l'a vu juste avant, ça ne marche pas. Et voilà pour ce petit point de règle. On est d'accord que Billowing, on est d'accord que Billowing n'est pas optionnel par contre. Ou est-ce qu'il y a écrit si. up justement? Alors, c'est un optionnel ou pas? Étant donné que Billowing dit transform up to, on peut choisir de dire on transforme 0h. Donc c'est bien optionnel. Donc il y a l'option d'arriver avec ton Billowing Mirage, tu crées une hache grâce au Billowing Mirage et après tu crées ton Kilauria derrière. Là, c'est légal. Voilà, tu peux par exemple décider de ne pas transformer ta hache pour avoir une hache disponible pour jouer ton Invoke Kilauria après, qui te permet potentiellement, si tu repitches une rouge, de recréer une hache également et donc de finir avec Billowing, Kilauria et une hache, mais tu en avais une avant de jouer Kilauria, ce qui t'a permis de l'invoquer. Ok. J'espère que, encore une fois, c'était bien clair. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé comme une certaine personne bien connue du Discord français et des points de règle l'a fait, puisque vous devez ce point de règle à Lugmi, merci à lui, qui m'a envoyé plein de petites idées, donc j'ai quelques épisodes d'avance. Mais n'hésitez pas, si vous avez une situation qui vous paraît pertinente, que vous avez envie de voir expliquer, que vous avez envie de voir analyser, je serai ravi d'y répondre. Bien, merci à toi. Et bah,
Pas de C'est souci. toujours un plaisir. J'adore ces petits points de règle, en vrai. C'est toujours des petits trucs un peu tricky et tout. C'est trop fun. Je passe toujours un super moment à chaque fois. Et il faut savoir que moi, je ne sais pas forcément avant de quoi il va parler. Donc, du coup, quand il arrive et qu'il commence à sortir les cartes, je suis genre, oh yes, ça va être fun. Je Après, garde le il y a secret. aussi un truc qui est super cool, c'est que quand on commence à maîtriser justement toutes ces espèces de trucs de priorité avec les haches, quand est-ce qu'on les crée, quand est-ce qu'on les utilise, etc. En fait, avec Dromai, ça fait partie des trucs vachement intéressants à apprendre, qui est la gestion des haches, notamment avec Mm. Flamescale Furnace, qui est un torse Hmm, qui nous ouais. permet de pitcher une rouge pour parfois créer des ressources. Et en fait, il y a plein de mécaniques sur le fait de jouer une carte, mais avant qu'elle se résolve, de pitcher une rouge pour faire des ressources, mais surtout faire une hache qu'on utilise en résolvant la carte. Enfin, genre, il y a plein de trucs à faire comme ça qui sont vachement intéressants quand on se penche sur les règles. Mm. Bah, de toute façon, je trouve que c'est un peu l'esprit des derniers persos qui sont sortis. Ces petits tricks au timing près, etc. Mais toujours en restant dans l'interaction pour revenir sur ce que tu disais, Croissant. Ouais. Ça fait du bien. Et du coup, on va passer au dernier point hebdomadaire, c'est-à-dire le point Living Legends. Alors, premier point de départ du point, Starvo est toujours Living Legends. Voilà, je tenais à le préciser. Je suis toujours On triste, mais c'est on n'est fait. pas triste. Non, Et non, on si n'est pas des triste. gens, à part Otal, parce que Otal, on l'aime bien, si des gens sont tristes de cette information et souhaitaient voir un retour de Starvo, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes des joueurs délusionnels et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous n'aurez jamais l'occasion de rejouer dans un format dans lequel tout le monde a le droit de jouer un perso de cette puissance. Merci à vous. Non, en vrai, Starvo, je regrette juste de ne pas avoir plus joué la version contrôle parce qu'elle me plaisait de ouf, mais je Ouais. suis tout à fait d'accord que ça fait du bien qu'il ne soit plus dans la méta. Ah, Et merci le format Living Legends. c'était un problème. Donc, les Living Legends, on en a déjà parlé. Le but du format, ça a été avant tout de dire bravo, ce héros a été très héroïque pendant plusieurs saisons, maintenant on le retire. C'est pour ça qu'ils ont fait des changements au système de points, notamment pour ralentir la sortie de certains persos, parce que en fait, si on continuait comme ça avec le nombre d'événements, on avait plus de persos qui sortaient que de persos qui rentraient dans le jeu, ce qui allait très vite donner quelque chose de relativement toxique. Et on voit très très rapidement du coup que c'est tant mieux parce que ça a été le bon call, en tout cas je pense pour Legend Story Studio, d'avoir changé ça juste avant la saison des nationaux, parce que là, sur cette saison, on a déjà Briar, qui est toujours top 1 des Living Legends et de loin, qui a gagné 80 points sur les 3 semaines. 80 points sur les 3 semaines, si elle avait été à l'ancien format, ça veut dire que Briar était Living Legends avant la fin de la saison. Donc ça reforçait un changement de format assez rapide d'ici les Worlds, alors qu'en vrai, le perso maintenant n'a plus forcément l'impact qu'il pouvait avoir à l'époque. Je pense notamment à l'époque Shane Briar, l'époque où vraiment Briar était la toxicité et où elle a pris la plupart de ses points de Living Legends au final. Mm. Donc je pense que ça aurait été dommage de se priver du personnage et de ses outils, notamment la Rosetta, aussi près des Worlds. Donc je suis assez content du système, même si de toute façon, là, soyons honnêtes, c'est l'une des dernières saisons où les joueurs de Briar vont pouvoir la jouer. Avec à 922 points, finir à 922 points, ça fait même pas une saison. Ça, normalement, les 80 points qui restent, quand on est un perso un peu jouable. Et Briar est plus que jouable. Après, on note sans aucun souci que Holdim a accumulé un nombre de points massif sur cette saison. C'est-à-dire qu'il a accumulé plus de points en 3 semaines que depuis sa sortie, alors que le nombre de points gagnés est divisé par 2 à peu près. Donc ça veut dire qu'avant, il aurait gagné plus de 400 points juste en 3 semaines. C'est dingue. Sachant que ça ne veut pas forcément dire qu'il a gagné un très 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 grand nombre de tournois, parce qu'il a notamment gagné un calling qui lui a donné plus 100 points d'un coup, donc sur les 230. Ce qui est aussi quelque chose qu'on voit chez Icelander. Parce qu'Icelander, au final, est à 130 points, dont 100 parce qu'elle a gagné les Nationals aux US, notamment le deck dont on parlait tout à l'heure, piloté par Michael Hamilton. Donc, au final, on reste quand même dans une situation où les decks, à part Briar, sont tous relativement loin d'être Living Legends. Mais ce qu'on peut noter, par contre, c'est que les decks qui sortaient en réponse à Holdim ont toujours du mal à s'imposer. De toute la saison, Faye a gagné que 30 points, Dromai a gagné que 10 points, Reinhardt a gagné que 10 points. Il n'y a que Icelander qui est une réponse potentielle, qui a vraiment réussi à sortir beaucoup de points. Et c'est notamment grâce aux Nationals. Sans ces Nationals, elle aurait été à 30 points aussi, donc la même chose qu'un Faye. Donc ouais, on sent que les gens ont essayé de déployer des réponses, mais que la méta se cherche encore un peu. Et que du coup, on est loin d'être dans une méta résolue. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner les Worlds. Parce que là, au final, les Nationals, il n'y a plus que 2 tournois
la semaine prochaine. Il y en a plus que 2, même s'ils sont relativement gros, hein, mais ce sera pas suffisant pour sortir qui que ce soit. Donc, c'est-à-dire que la méta dans laquelle on joue maintenant, s'il y a pas trop de changements à la ban and restricted du 3 octobre, on devrait être sur la même méta et je trouve que c'est très intéressant pour le coup. Ouais. Je suis d'accord. C'est ce que je Et voulais dire aussi, c'est que genre la méta, enfin les héros qui sont disponibles ne changera pas d'ici les Worlds. Donc ça veut dire notamment pour les joueurs très actifs qui vont pouvoir commencer à s'entraîner avec ces héros-là, avec des réflexions. Et en fait, on attend juste que le 3 octobre, ils disent no change, le format il est bien, et qu'on soit en mode bon, bah maintenant c'est que de l'entraînement jusqu'aux Worlds et on attend de voir ce qui va se passer. ouais, je pense qu'il y a peu de chances qu'on voit un ban, a priori. Alors, ce serait pas impossible de voir des choses quand même sur Braillard, voire même un ban de Chronophsid sur Odim. Ce serait pas impossible. Ce serait assez étonnant parce que la méta a l'air relativement saine. Maintenant, on sait que LSS a aussi un certain testing et est au courant, on va dire, de certaines choses qui n'ont pas forcément été encore découvertes par les joueurs. Et donc peut-être qu'ils ont une anticipation de quelque chose qu'ils ne veulent pas laisser paraître au World et qu'il y aura du coup des changements préventifs. C'est pas impossible. Et sinon, je voulais juste revenir sur un dernier point qui est que on voit effectivement que Oldhim est le héros qui a gagné le plus de points sur la saison des nationaux. Et je pense que ça reflète aussi un des éléments dont on parlait tout à l'heure par rapport à la qualité des joueurs et sur le fait que, en fait, avant, même si les joueurs d'Oldhim étaient très bons, il y avait souvent un ou deux prismes dans les top 8. Et donc, si le Oldhim était dans le bracket du prisme, peu importe ses autres match-ups, il pouvait perdre. Là, si on arrive en top 8 avec un Oldhim et qu'on est très bon, on a de fortes chances de gagner le tournoi parce qu'on peut gagner tous les match-ups qu'on va croiser. Et comme en plus il n'y a pas la restriction du temps, on peut vraiment jouer un plan de jeu, y compris fatigue, dans les match-ups où on voudrait le faire. On n'a plus besoin de jouer agressivement avec plus de variance, etc. Et on a vraiment le temps d'installer un plan de jeu qui va nous récompenser si on est le meilleur joueur à la table. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les hold'em qui sont en top sont souvent joués par les meilleurs joueurs du top 8, puisque c'est souvent le choix de héros qui a été fait par les très bons joueurs lors de cette saison. Et du coup, on se retrouve avec des Dromai, des failles, etc., qui peuvent se hisser en top 8 également, mais qui vont avoir beaucoup plus de mal à atteindre la victoire. Premièrement, parce que c'est des héros qui ont un peu plus de match-up polarisants que peut l'avoir Oldhim, notamment pour Dromai, Viscerai et Faille, par exemple, ou encore Bravo, qui sont des match-ups qui peuvent être très difficiles à gérer, mais aussi parce que c'est souvent des joueurs, ou des joueuses un petit peu moins bons, sans pour autant dire qu'ils sont mauvais du tout, parce que c'est des joueurs et des joueuses qui font top 8 en nationaux et donc qui ont un niveau qui est extraordinaire déjà. Mais quand on compare des noms comme Michael Hamilton, comme Pablo Pintor, comme Matt Rogers, à des noms peut-être un petit peu moins bons, on peut s'attendre à plus de victoires de la part des gros noms qu'on connaît, qui ont déjà prouvé dans plein de tournois qu'ils sont parmi les meilleurs joueurs au monde. Et si ces joueurs-là sont sur Oldhim, comme on a eu l'impression que c'était le cas, bah c'est Oldhim qui va avoir le plus gros taux de victoire dans ces top 8. Je me rappelle juste de cette anecdote un peu tragique au Pro Tour de Lille où il y avait, je crois, trois hold'em qui ont fight les trois seuls hold'em qui ont fight les trois seuls prismes en top 16, je crois. Ouais, c'était dans les hautes tables, c'était quasiment des matchs win and in et il y a eu effectivement, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, Easton Douglas, qu'on a revu sur Oldhim en top 8 des nationaux US ce week-end, ainsi que Michael Hamilton qu'on a vu gagner les nationaux US, donc pas des clowns, Ouais. et Mohamed, Moms. qui est le champion de France en titre, qui a gagné les nationaux français et que vous avez vu juste avant en interview, et donc pas un clown non plus. C'est ça. Et c'était effectivement 3 joueurs, 2 gardiens, 3 joueurs sur Oldhim qui étaient avec un très bon score dans le tournoi, qui étaient, si je ne dis pas de bêtises, au moins pour Mohamed en win and in, et qui les 3 ont affronté un prisme. Et peu importe la qualité des joueurs à la table, c'était très compliqué. Et c'est pour ça qu'on est bien content que ce genre de match-up n'existe plus et que la méta reste comme elle est, en tout cas le plus longtemps possible. C'est ça. Alors après, Dynasty changera sûrement à nouveau des choses. Tant qu'ils ne remettent Mais pas ça, un perso super polarisé comme justement peut l'exister Prism, moi ça me va. mm. Et je suis totalement confiant parce qu'on a vu que les derniers héros justement sont pas dans cette polarité mais plus dans l'interaction.
même Faille, qui au final est quand même un des gros agros, je déroule ma main, a quand même les moyens d'évoluer et de faire des plans de jeu Mm. beaucoup plus intéressants, donc moins polarisés, notamment là avec ses versions mid-range qui apparaissent, ces listes mid-range qui apparaissent contre Oldhim, que je trouve très Ouais. intéressantes. Donc je pense que là, s'ils nous font la même chose sur Dynasty que ce qu'ils nous ont fait sur Uprising, on est vraiment parti pour une année incroyable, enfin en tout cas une fin d'année incroyable et une saison 2023 qui va très bien se passer. Alors après, on verra. Moi, j'ai un peu peur, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis ici, j'ai un peu peur pour le futur, pour les cartes Ice et pour Islander, parce que Ouais, je pense que ils vont marcher sur une crête très fine et que il faudra qu'ils ouais, fassent très attention à pas la franchir du mauvais côté parce que ça peut aller très vite en termes de design space de sortir des choses qui rendent Islander beaucoup trop forte et qui, en fait, s'ils la rendent beaucoup trop forte, ce sera probablement parce qu'ils sortiront des outils qui vont polariser des match-ups. ouais. Et donc, il faudra qu'ils fassent très attention à ça. Pour l'instant, effectivement, c'est assez équilibré. Il y a des armes de chaque côté des match-ups, en tout cas dans la plupart des match-ups, pour pouvoir se taper dessus et s'affronter. Et donc, on est très content parce que le jeu est très bon, très sain et très fun. Que dire de Et du coup, plus? je vous propose qu'on garde ces discussions sur les potentialités de dynastie et Yep, d'autres choses pour un autre épisode tout et à fait. qu'on conclue là pour aujourd'hui. Je suis Yep. très content d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Bah, voilà, moi, je dis au revoir à nos auditeurs Salut à et à la tous semaine et à prochaine. toutes. Merci à tous, merci à tout le monde merci à tout le monde d'avoir été là, de nous soutenir. Encore une fois, n'hésitez pas à like, mettre des commentaires, partager, nous dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu. Vos retours sont super importants pour nous parce que non seulement c'est ce qui nous motive à continuer, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous améliorer à chaque épisode. Donc merci à tous, et à la prochaine.